Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Agathe Preslin Bonjour. et Alexandre Caoudal. Salut! Aujourd'hui, on parle d'un film méconnu, un film qui nous fait naviguer dans la campagne anglaise en compagnie d'une souris et de son enfant. Aujourd'hui, on parle de The Mouse and His Child. The Mouse and His Child est une production anglo-nippone assez atypique, quoique pas tant que ça. Vous comprendrez pourquoi. En effet, c'est une réalisation de deux vétérans d'animation, Charles Swenson et Fred Wolf. Fred Wolf ayant fondé en collaboration avec Jimmy T. Murakami la compagnie Murakami Wolf Productions. Mais la majorité de l'animation de ce film-là est produite par les studios Sanrio, que vous connaissez peut-être pour Aggressive Retsuko, ou encore Hello Kitty, mais qui a également fait dans les années 70 et 80 des productions d'animation qui valent le détour et qui allient film pour enfants à récits, ma foi, assez glauques. The Mouse and His Child raconte, lui, le parcours, ma foi, mouvementé d'un père, une souris et son enfant, une souris elle aussi, qui se retrouvent transportés dans le monde de jouets, puisqu'il ne s'agit pas de souris ordinaires, mais bien de jouets mécaniques que l'on actionne à travers des clés qui sont situées dans le dos de ces différentes souris. Dans cet univers, elles sont vite mises à la casse, puisqu'elles ne supportent déjà pas le monde dans lequel on les transporte, et elles sont envoyées manu militari dans une décharge publique. Voilà, maintenant que cela est posé, je préviens que cet épisode dans l'intervalle sera peut-être un peu plus freestyle que les autres. En effet, c'est un épisode qui n'a pas été énormément préparé, ce qui ne veut pas dire que le film n'est pas intéressant. Moi, en tant que spectateur, j'ai envie de dire que sa première vision a été un choc pour moi. C'est un film qui m'a énormément ému. C'est un film que j'ai trouvé très dur pour un film pour enfants. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette lignée de films d'animation 13 années 70 finalement. Des films pour enfants qui ont un relent de contes morbides pour adultes qu'on retrouve dans certaines réalisations. Je pense par exemple aux films anglais comme ceux de Martin Rosen ou Jimmy T. Murakami qui a fait When the Wind Blows, mais également dans les films de Disney comme Brisby et Le Secret de Nîmes. Non, ça c'est pas un film de Disney, c'est un film de Don Bluth qui vient de chez Disney, mais chez Disney aussi il y avait des films de ce genre-là. Je pense par exemple à The Great Mouse Detective, c'est Basile, détective privé en français je crois, et également évidemment Bernard et Bianca qui a l'atmosphère la plus automnale de tous les films Disney. Et l'automne, franchement, on n'est pas dépaysé dans la campagne anglaise de The Mouse and His Child. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de demander l'avis des différents chroniqueurs. Ici présent, Agathe, est-ce que cette épopée a été un cauchemar ou elle t'a quand même enchanté? Pour répondre rapidement, et parce que finalement mes idées sur le film elles sont assez réduites, enfin sur des points particuliers, donc je vais peut-être pas trop utiliser toutes mes billes maintenant. Moi c'est pas un film que j'ai pas aimé, mais c'est pas un film qui m'a absolument plu. Mais je pense que ça tient à des choses qui sont pas si étonnantes de ma part depuis qu'on a commencé ce podcast. Ça veut dire que, mais pour le dire vraiment très rapidement, c'est une sorte d'animation assez prétentieuse. Alors par prétentieux, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'il y a un réalisme qui est très lourd, il y a une noirceur volontaire dans la manière de dépeindre le monde, il y a pas beaucoup d'économie dans les mouvements, dans la manière dont se déplacent les personnages, les sujets, etc. Et ça, c'est tout un tas de choses que, dans mon cas et dans ma recherche, moi, de ce pourquoi je regarde des films d'animation, etc., et pas vraiment dans mes intérêts ou dans mes goûts. Donc je pense vraiment que le film, en soi, me plaît pas, mais que c'est plus à rechercher, enfin que ça fait sens avec là où le film se situe en termes de style, etc. Vraiment, je pense qu'on aura toute l'émission pour en parler. Alexandre, est-ce que pour toi, le film t'apparaît plus lumineux ou est-ce qu'on est réellement dans cette violence et cette glauquitude décrite par Agathe? Je vois difficilement comment le film pourrait être vraiment lumineux, parce qu'il passe quand même par des, effectivement, comme tu disais, Agathe, des phases très sérieuses. Enfin, c'est très affecté quand même. Un peu à la manière d'Agathe, mais un peu à ta manière aussi, Simon. Comment dire, j'ai aimé progressivement le film au fur et à mesure du visionnage. Ça m'a assez surpris. Au début, j'étais un peu refroidi par son austérité, ce côté un peu désespéré de jouets abandonnés dans un grand monde cruel qui ne peut pas les accueillir. Et progressivement, bon, je trouvais que c'était un peu peut-être besogneux cette manière d'enchaîner les rencontres avec différentes créatures, avec différents jouets, un peu
trop de dialogue pour pas assez de péripéties, si l'on veut. Et vraiment, dans le dernier quart, dernier tiers du film, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas, s'est débloqué pour moi, où c'était plus seulement voilà, des personnages en train de subir une condition assez effroyable et d'essayer de pouvoir survivre aussi là-dedans et de résister. On était moins dans quelque chose de larmoyant et qui finalement me donnait moins d'émotion que cette dernière partie où il y avait voilà, une espèce d'élan du cœur. Mon amour pour le film grandissait au fur et à mesure qu'il se déroulait sous mes yeux. Enfin, c'était une drôle de sensation. Peut-être pour préciser dès maintenant, parce que je pense que Simon, tu l'as pas forcément, mais normal par ailleurs, tu l'as pas forcément dit, et ça me paraît important pour exprimer la sensation de lourdeur, mais pas forcément négative, et de pénibilité pour la personne qui regarde le film. Faut s'imaginer un film où tous les mouvements sont très empêchés, et notamment les deux protagonistes principaux, qui est vraiment A Mouse and Its Child. Le film s'appelle comme ça, et tous deux s'appellent comme ça, parce que c'est une sorte de jouet, où effectivement c'est des jouets mécaniques, comme tu disais Simon, qu'on doit remonter avec une clé. Et en fait c'est vraiment un jouet qui est fait pour marcher en cercle, même si ce sera vite remis en question. Donc pour décrire des cercles, et c'est un papa souris qui porte dans ses bras son fils, enfin un bébé souris. Et comme c'est des jouets et que le film est assez pointilleux et attentionné là-dessus et à ce souci du détail, en fait leurs mains elles sont soudées. Donc il faut vraiment s'imaginer un père souris qui prend dans ses bras et semble figé dans une attitude où il soulèverait dans les airs son enfant, et qu'en fait ça, qui est pourtant une belle image, devient une image assez effrayante d'un jouet avec deux soudures de métal, une à chaque main. Et à partir de là, c'est plus du tout deux personnages qui sont deux corps individuels, c'est un seul corps, mais qui, parce que il vient entre guillemets de l'image de corps, a beaucoup de mal à se mouvoir et qui n'est pas du tout fait pour avoir un mouvement qui est souple ou qui est pratique. Et en fait, pendant tout le film, c'est très embêtant cette manière qu'ils ont d'être soudés l'un à l'autre. Déjà, il y en a un qui voit absolument pas ce que voit l'autre parce qu'ils se font face, donc ça veut dire qu'ils ne voient jamais la même chose et ils sont toujours plus ou moins en train de peiner à avancer. Donc déjà ça c'est une image qui est très bizarre parce que le personnage qu'on va tout le temps fixer, il est tout le temps empêché dans ses mouvements, ce qui pour le coup est intéressant, bon pour le dire rapidement et assez basiquement, mais pour un film d'animation. Et globalement, ça c'est étendu à peu près tous les personnages, puisque on va dire à peu près la moitié des personnages du film sont eux aussi des jouets, ont tous des clés dans le dos en gros, et autant les jouets sont tout le temps en vie, autant si on ne les remonte pas, en fait ils peuvent pas avancer. Il y a la nécessité pour eux d'avoir quelqu'un qui remonte leurs clés dans le dos pour avancer, ce qui va être tout un moyen de pression de d'autres personnages plus mal intentionnés, etc. Mais du coup, peut-être pour être plus précise pour ma part et pour rebondir déjà sur le fait qu'on commence à dessiner un film qui négativement ou positivement est assez gris, assez tordu, etc. Faut s'imaginer un film où comment dire, on angoisse et où on peine et où on transpire. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que j'ai vu le film pour à peu près tous les personnages dans le cadre à peu près tout le temps en fait. Et c'est d'autant plus angoissant que les personnages ne le sont pas. C'est-à-dire, ils ne s'arrêtent pas de penser, ils n'arrêtent pas d'être conscients quand ils ne sont pas actionnés par leurs clés. Ils continuent de cogiter, de se demander comment ils vont pouvoir progresser dans leur vie. Ils cherchent d'ailleurs à, je ne saurais pas le traduire, mais ils cherchent à devenir ce qu'ils appellent self-winding, donc on pourrait dire autonome. Ils ont une drôle de conscience de jouet aussi, mais c'est peut-être du fait que je suis habitué maintenant avec Toy Story, etc., à avoir des jouets qui sont assez autoréflexifs, que dès le début du film, quand ils naissent, entre guillemets, ils se reconnaissent automatiquement dans leur fonction, c'est-à-dire je suis un père, tu es mon souriceau. Ça a quelque chose de terriblement tendre, mais comment est-ce que le film va avancer? C'est assez bizarre. Enfin, tu me fais me dire qu'effectivement ça vient de cette mécanique de l'animé et de l'inanimé. Le film ne marche qu'à partir du moment où des personnages secondaires dans toute la galerie d'animaux et de jouets vont venir impulser des mouvements dans leur dos. Ça crée des jouets qui sont tout le temps en position de penseur, en train d'essayer de comprendre leurs conditions sans jamais tellement s'en plaindre ou se morfondre. C'est vraiment quelque chose auquel on n'a pas l'habitude quand on pense aux jouets après les films Toy Story, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Alexandre, notamment parce que effectivement, on ne peut pas ne pas penser à Toy Story, qui est quand même le film majeur sur l'animation des jouets au cinéma, avec peut-être Toy Soldier de Joe Dante, mais bon, c'est beaucoup moins connu. Évidemment, un autre film d'animation qui est tiré d'un conte, c'est Pinocchio. Et pas possible de ne pas penser à Pinocchio devant ce film-là.
En effet, on est devant un récit initiatique où des jouets qui sont conçus par la main de l'homme, en quelque sorte, vont devoir acquérir leur autonomie à travers différentes épreuves. Mais contrairement à Pinocchio, où j'ai l'impression que tout ça passe par un apprentissage façon tu as connu toutes ces épreuves, maintenant tu vas pouvoir devenir un vrai petit garçon. Ici, ça va passer par quelque chose de beaucoup plus pratique et par la solidarité qui a lieu avec notamment ce personnage de scientifique qui va trouver un moyen justement d'animer ses souriceaux. Désolé du spoiler, oui, on va révéler des choses sur ce film-là, mais je vous engage à regarder le film quand même. Il vaut vraiment le coup selon moi. Ce que je trouve intéressant dans ce film-là, c'est justement cette notion de solidarité, c'est-à-dire que le film est très noir. On va décrire le parcours de ces deux souriceaux qui vont être pris dans cette bande de rats qui sont des malfrats vraiment mal élevés, méchants, qui ne pensent qu'à eux, mais qui sont finalement menés d'une main de maître par un autre rat qui a une vraie figure d'autorité. Dans cet univers-là, ce qui va unir ces différentes souris, c'est cette reconnaissance d'une sorte de mal qui va être un mal égoïste de ces rats errants, qui va s'opposer justement à une reconnaissance d'une amitié bohème entre des personnages qui vont être beaucoup plus excentriques, mais qui vont être attachants dans leur excentricité. Alors, je vais pas dire que les personnages ne sont pas des archétypes, au contraire, c'est des archétypes qui, même dans leur animation, les définit dans le moindre de leurs mouvements, mais c'est des archétypes qui sont assez attachants et qui créent aussi une petite bande qui est très plaisante à suivre. Et ça va se voir dans l'idée d'une troupe, puisque au fur et à mesure de leur chemin, les deux souris vont croiser une oiselle qui va les amener dans la troupe de théâtre d'un corbeau qui joue des textes un peu alternatifs. Sans déconner, c'est du Samuel Beckett à ce moment-là. C'est une référence nette et précise au jar de Samuel Beckett. J'ai pas compris ce que ça venait faire là. C'était super étonnant ça. Sans doute une partie du patrimoine, sans doute culturel qui est exploité, mais oui, ce personnage-là qui est super rigolo, ça va être aussi un personnage, qui, va s'ajouter à la bande et au fur et à mesure, des différentes rencontres, c'est pas des personnages qui vont développer une relation profonde, mais qui vont s'unir face à une sorte d'adversité et j'aime bien l'idée que tout ça passe par la présence presque, j'ai envie de dire, d'un narrateur. C'était pas un narrateur, mais c'est comme si c'était, l'incarnation, de celui qui raconte l'histoire qui va se mettre en scène dans le film à travers un personnage de SDF qui va à plusieurs reprises, en premier lieu, passer devant le magasin, qui va trouver les souris et qui va les réactiver, et qui va à la fin s'adresser à la caméra pour dire soyez heureux, comme une note d'espoir à travers un monde qui n'en était pas forcément doté de prime abord. Et donc c'est cette idée de solidarité et de chaleur dans un monde de brut qui m'émeut énormément dans ce film-là, et qui pour le coup est beaucoup présente de manière plus visible que dans d'autres films comme ceux par exemple de Martin Rosen, que pourtant Agathe tu aimes bien. Désolé, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de films que tu aimes moyennement, j'ai l'impression de te demander des comptes et je suis désolé par rapport à ça, mais justement, je trouve que ces deux films qui sont intéressants, ceux de Martin Rosen, donc vous pouvez écouter notre épisode sur La Folle Escapade et sur The Plague Dogs, qui sont eux aussi des films très noirs, des films qui sont avec de l'espoir pour l'un, pas trop d'espoir pour l'autre, mais qui sont des films qui eux aussi ont des qualités qui sont assez fortes dans leur noirceur. Et j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui fait que tu peux être plus sensible à l'un et moins sensible à l'autre, compte tenu de leur similitude. Déjà, je pense, de manière très basique, c'est l'animation. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur des films qui sont très brumeux, avec des palettes de couleurs qui sont globalement très sombres. Même pour La Folle Escapade, ça veut dire que ça a beau être potentiellement dans des champs, très rapidement, on est dans la terre sombre, dans la boue, dans des terriers, etc. Ici aussi, on va avoir des paysages enneigés, on est plutôt dans du gris que dans du blanc éclatant, par exemple, à ces moments-là, etc. C'est tous des films avec soit des jouets, soit des animaux. Il n'y a pas de jouets chez Martin Rosen, mais c'est effectivement pas mal d'animaux doués de pensée, etc. Donc on pourrait se demander pourquoi je préfère les films de Martin Rosen. Je pense que déjà, on en avait parlé au moment de notre émission sur Martin Rosen. Je trouve qu'il y a une grande ingéniosité dans les films de Martin Rosen, pas tellement dans la manière d'animer les personnages, qui est elle aussi assez lourde, assez détaillée, trop parfois. Par exemple, les lapins de La Folle Escapade, vraiment, ils sautent n'importe comment et il y a pas beaucoup d'économie dans les images utilisées pour incarner ces sauts. Par contre, dans les films de Martin Rosen, que ce soit dans la recherche de couleurs des personnages eux-mêmes, comme les chiens de Plague Dogs, que ce soit dans des mouvements de caméra assez fous, comme par exemple des espèces de caméras tourbillonnantes dans des terriers pour La Folle Escapade, que ce soit aussi dans des moments où finalement c'est comme si le film s'ouvrait en deux sur des visions absolument
hanter des personnages, il y a une certaine forme de simplicité, d'efficacité, de vivacité, et tout va se passer en un éclair, et avec finalement pas beaucoup de matériel convoqué, pas 36 000 couleurs, pas 36 000 hachures, pas 36 000 nuances, hachures, tout ce que vous voulez. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, j'ai l'impression que pour les films de Martin Rosen, je les trouve assez désertiques. C'est-à-dire que à la fin des fins, il y a quelque chose qui s'ouvre sur la mort, et cette mort, ça va être la voix off de deux chiens en train de délirer, ça va être un lapin qui voit une couleur rouge se déverser sur un champ. Tout ça, ça va vers quelque chose de plus en plus raréfié, qui, moi, me plaît énormément dans l'animation, dans le cinéma en général probablement, et de toute façon en général dans la vie, je crois. Et quand on voit des films comme là, le film qui nous intéresse, je pense aussi à beaucoup de films courts-métrages notamment produits par le studio Disney qui a souvent eu recours à des jouets, à des boutiques de jouets avec tout un tas de jouets qui se mettent à sectionner. Quand on est dans ce genre de registre d'animation et de sujets, etc., je trouve qu'on est plutôt dans l'empilement, dans l'accumulation, sauf à certains moments de A Mouse and His Child, et j'y reviendrai parce que c'est les moments que j'aime et que je veux pas dire que du mal de ce film. Donc déjà, on n'est pas sur la même population d'images, et peut-être que là, il y a trop pour moi. Et enfin, la dernière chose, c'est que ce soit les films de Martin Rosen ou là A Mouse and His Child, je peux pas du tout nier que dans tous ces films, il y a beaucoup de pathos, et qu'il y a un pathos qui est pas, on va pas dire très subtil. Du coup, pourquoi est-ce que par exemple des films comme Martin Rosen me plaisent plus et me touchent plus par leur pathos? C'est que chez Martin Rosen, le pathos, il repose sur des choses assez précises socialement. On est sur du pathos de classe sociale, du pathos de médicalisation forcée, du pathos qui émane de la manière dont la médecine, dont la société, etc., va traiter les corps, tout ça. Et dans A Mouse and a Child, à mon avis, le pathos, on pourrait le relier à ces thèmes et ces motifs que je dessine, mais c'est comme si les bases de ce pathos avaient été effacées pour ne garder que le côté fantastique, jouet. Oui, on peut dire qu'il y a des classes et des affrontements entre groupes dans A Mouse and a Child, mais je trouve que ça a comme été rejeté hors du film, ou alors on trouve encore des traces de évidemment que le film émane d'une certaine société à un moment précis, mais en même temps, j'ai l'impression que l'emphase, elle est vraiment sur la vie de ces jouets, la vie de ces animaux, en tant que fantaisiste, en tant que extraordinaire, en tant que singulier, etc. Et tu parlais d'ancrage, enfin, ou plutôt de désancrage. Il me vient à l'esprit quand même qu'on ne voit jamais aucun humain jouer avec les jouets pendant le film. Peut-être le seul personnage humain de tout le film, c'est celui dont tu parlais, Simon, c'est ce sans domicile fixe, quoi, qui est déjà un petit peu en dehors de tout ça, qui est peut-être du coup le seul à pouvoir remarquer qu'il y a des rats qui se battent contre des jouets. Et c'est peut-être là la différence avec les films de Martin Rosen, c'est que je pense pas que Rosen bascule dans le conte, tandis que là, on est vraiment dans des épisodes avec chaque fois un personnage qui sera bien ou mal intentionné, parfois d'ailleurs ni tellement l'un ni tellement l'autre. L'ingénieur, le scientifique qui est capable de libérer les jouets de leurs contraintes mécaniques. Enfin, il les esclavagise quand même un petit peu pour couper des arbres et se débarrasser des castors. C'est vraiment une progression. Curieusement, tend pas non plus à avoir une morale si claire, si évidente, si compréhensible. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant que le film a. C'est cette réalisation soudaine face à la boîte de conserve qu'on retrouve un peu partout dans le film, une boîte de conserve de pâté pour chien sur lesquelles il y a un peu comme sur le logo de la vache qui rit, il y a une mise en abîme. Et soudain, ça active aussi leur réflexion sur Non, non, mais je me souviens de cette scène-là. C'est une scène où, à force de compter le nombre de fois où il y a la même image qui se répète à l'infini, évidemment, vu que la vache qui rit, c'est une vache qui rit, qui a une vache qui rit, qui a une vache qui rit. Finalement, ils arrivent à activer des choses chez eux qu'ils ne soupçonnaient pas. Et là, j'ai presque envie d'évoquer la deuxième chose que j'aime énormément dans ce film. Pour une fois, on a des jouets qui ne sont pas l'objet des humains. Et ça fait vraiment plaisir. J'aime bien l'idée que quand on crée des mondes avec des êtres qui existent par eux-mêmes et qui ne sont pas juste le subalterne de quelqu'un d'autre. Et c'est pas du tout l'imaginaire dominant qu'on a lorsque l'on a des créatures fantastiques qui vont s'imbriquer dans le monde réel. Généralement, on a l'idée que les créatures fantastiques, elles vont de près ou de loin répondre aux humains selon la logique de Pixar. Et donc la logique de Pixar, elle est très, très, comment dire, très humano-centrée en fait quand on y pense. C'est-à-dire que le jouet existe pour être le serviteur des humains, donc le jouet va être conçu pour servir les humains. Les différents films vont au fur et à mesure donner de l'autonomie aux personnages, mais certains personnages vont vouloir un peu plus retrouver leur maître, certains vont vouloir s'en échapper, etc. Mais on retrouve l'idée toujours que
au centre des choses. S'ils sont des jouets, ça veut dire qu'ils doivent obéir à leur maître. Et dans The Most Haunted Child, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les jouets sont de base autonomes et essayent de gagner leur autonomie. Ça passe pas par l'achat par un maître ou non, mais ça passe par les différentes aventures qu'ils vont vivre au fur et à mesure de leur épopée. Et leur épopée, là, on va encore citer une référence parce que je ne sais faire que ça, faire des références dans des références, bref. Mais là, on est plutôt dans l'ordre de Oliver Twist, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont se réunir à travers l'adversité, qui sont un peu des outcasts en quelque sorte, qui malgré tout vont quand même créer une forme de solidarité qui va passer notamment par l'apprentissage. Et on part d'un héros très candide pour arriver à quelqu'un qui a plus de conscience de comment peut se passer la vie. Et dans The Most Haunted Child, ce qui est beau, je trouve, c'est que malgré l'adversité des choses qui arrivent au personnage, il croit quand même à une sorte d'espoir, à un espoir qui passe par un élan solidaire réel et qui passe par la mise en valeur de toutes les qualités des différents personnages qui se créent dans une scène où ils essayent de libérer héroïquement l'éléphant, pas un vrai éléphant, hein, d'ailleurs je précise, un jouet éléphant, puisqu'il y a des animaux, certes, avec qui dialoguent les jouets, mais il y a aussi des jouets qui représentent des animaux comme la souris et son enfant. J'espère que vous me comprenez. Bref, ils essayent de secourir leur ami l'éléphant et ça va se faire vraiment par Loisel qui essaye de séduire un des gardes et évidemment le garde va se faire assommer et les autres qui usent de leur talent pour aller au plus vite pour secourir cet éléphant-là, etc. Et avant de le secourir, on n'oublie pas de lui faire un câlin pour quand même le rassurer sur les souffrances qu'il a subies et lui dire que les choses iront peut-être mieux. Toutes ces petites scènes qui s'intercalent à travers des scènes qui sont effectivement horribles et que je pourrais détailler aussi, des scènes de souffrance terribles qui font que moi, en tant que parent, j'aurais des scrupules à mettre ce film devant des enfants. Je ne sais pas si vous voulez les détailler vous-même. Je sais qu'il y a des scènes qui sont assez traumatisantes. Bah, encore une différence avec Pixar. Jamais Pixar, dans Toy Story, n'irait jusqu'à détruire les jouets. C'est toujours la limite que se fixe Pixar. Ils sont toujours au devant, ils sont au bord de la fournaise, ils sont prêts à se faire écraser. Mais comme tu le dis, c'est trop anthropocentré. On a trop une idée d'humain dans ces jouets pour les voir se faire détruire, pour ne pas être affecté par ça. Tandis que là, le film n'a aucun scrupule à les désarticuler. La scène où le rat les frappe avec une pierre, je me suis dit non, il faut pas faire ça quand même. Non, ça se fait pas quoi. C'est comme Ouais, tuer un chien dans. je m'attendais à ce qu'on interrompe le truc, qu'il y a un oiseau qui arrive et qui dise non et qui sauve. Mais non, C'est non, ça. ça arrive pas. C'est comme tuer un chien dans un film, ou tuer un enfant, c'est interdit au cinéma. Et là, il le fait. Je pense, enfant, tu pleures. C'est assez brutal la manière dont ça arrive. Mais comme l'éléphante qui se fait esclavagiser, enfin, elle a toujours une larme qui perle du seul œil qui lui reste. Enfin, Pardon. Moi, ça m'a brisé le cœur. Oui. mais ouais, il fait pas semblant, quoi. Il y a plusieurs choses à dire, je trouve, par rapport à Toy Story et par rapport aux différentes scènes torsionnaires, littéralement, qu'on retrouve dans ce film. Ça peut paraître évident qu'on parle autant de Toy Story en parlant de A Most Haunted Child, mais surtout, c'est vraiment intéressant parce que dans le dernier Toy Story en date, qui du coup correspond à Toy Story 4, il se passait quelque chose qui, moi, m'avait pas mal marqué, c'est que, sans refaire tout le déroulé du film, que de toute façon pas mal de gens connaissent et qui est quand même facilement visible, un des gros trucs de l'aventure, c'était de finir dans une espèce de magasin de jouets anciens et de se rendre compte que les protagonistes étaient un peu manipulés par une espèce de poupée, mais vraiment les anciennes poupées avec des très belles robes, des cheveux avec des bigoudis tout blonds, etc. Et que cette poupée-là, pour tout un tas de raisons qui évidemment changent parce qu'on est dans Toy Story et que l'amour vaincra toujours, tatati tatata, pour tout un tas de raisons, pendant très longtemps, cette poupée-là n'a plus de lien avec les humains, même si elle cherche un lien et en même temps elle empêche le lien des autres, etc. Mais en tout cas, ce jouet s'est complètement retranché dans cette espèce de boutique avec que des jouets anciens comme elle, la poupée, et tout ce monde de jouets vit coupé, encore une fois, des humains. C'est un peu une sorte de magasin d'antiquité, etc. Ce magasin-là, dans l'image de synthèse, etc., de Toy Story, il change un peu le régime graphique. Alors c'est toujours les mêmes techniques, c'est toujours les mêmes textures, toujours les mêmes techniques d'animation et tout, mais il y a un changement d'ambiance qui vraiment fait de ce lieu un lieu vraiment à part de tout le reste de la saga, et ça tient à une manière de mettre en couleur. Il y a beaucoup de lampes anciennes, beaucoup de vitraux anciens, c'est un peu des lampes à huile, la lumière elle est presque d'un ancien temps, etc.
et il y a une urgence de la part des jouets qu'on retrouve à chaque film à sortir de ce lieu-là. Et moi, ce lieu, il m'avait marqué. Il m'avait marqué parce qu'il était assez beau et qui tranchait avec le look flashy des autres jouets. Mais je crois qu'il m'avait marqué pour une autre raison, qui était que c'était un lieu très sombre, c'est-à-dire inquiétant, c'est-à-dire un lieu triste aussi. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce dernier Toy Story, dans ce magasin d'antiquité-là, c'est comme s'il y avait une image de l'ancien temps qui revenait. Mais pas seulement une image de l'ancien temps, parce que c'est concrètement des jouets type antiquité, jouets de l'ancien temps, jouets du 19e ou je sais pas quoi. C'était aussi une image de l'ancien temps, de l'histoire de l'animation elle-même, et c'était aussi une image de l'ancien temps, de toute une tradition qui a fait que dans le cinéma d'animation, on a toujours animé des jouets, on a toujours prêté de l'attention aux automates, etc. Mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées, tout ça, ça s'est autonomisé, ou du moins ça a muté. C'est-à-dire que par exemple, tout ce que tu disais Simon, tout ce que tu disais Alexandre, mais maintenant avec Toy Story, on a des jouets qui sont complètement transis par leur rapport à l'humain, qui ne sont jamais seuls, parce que même quand ils sont abandonnés, même quand ils sont perdus, ils peuvent toujours penser aux humains, ils peuvent toujours se mettre à chanter, ils peuvent toujours se raconter des histoires pour ne plus être seuls, etc. Tant ils sont reliés aux humains. L'image des jouets n'est plus du tout une image automatisée, d'automate autonome. C'est plus du tout une image qui fonctionne toute seule. C'est une image qui, dans la narration et dans les décors, etc., fonctionnent avec des humains en arrière-plan, voire en avant-plan. Je pense que si A Mouse and Its Child, maintenant aussi quand on le regarde de nos jours, même si je pense que n'importe quel enfant contemporain de ce film a clairement pris cher, si en plus le film nous paraît si dur maintenant, c'est que je pense que c'est vraiment un passé de jouets, un passé d'animation qui, même en tant qu'image et même en tant que ce qui pouvait se faire avant ou ce qui a pu se faire au début, hante l'animation elle-même, parce que clairement, c'est une image qui hante le dernier Toy Story, qui est vraiment aux antipodes et qui est un peu l'achèvement actuel. Pas un achèvement parce que c'est le seul achèvement de l'histoire d'animation, etc., mais parce qu'on est vraiment sur ce truc où on essaye d'aller plutôt vers du confort, vers du fonctionnalisme, et surtout vers quelque chose qui est plus proche de nous et qui est plus proche des humains, etc., quoi. Et juste à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a parlé de la scène où il y a un rat qui littéralement écrase les deux protagonistes. Je trouve que c'est pas la pire scène parce que, bon, je sais pas si les enfants avaient compris, mais en tout cas, moi en tant qu'adulte, je le comprends, je le vois venir. C'est que c'est un peu le moment de la transcendance. Ils sont détruits, on se doute un peu qu'ils vont être réparés, et en fait, quelque part, bon, je le dis avec aucun cynisme, mais il était temps qu'on fasse quelque chose parce que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir être reconstruits sans clé à molette et surtout sans être attachés l'un à l'autre. Et c'est assez beau d'ailleurs. C'est le moment où A Mouse and Its Child deviennent vraiment deux corps autonomes d'une manière qui est vraiment chouette en plus parce qu'ils ont une très belle manière de se parler l'un à l'autre et les voix off, enfin les voix, le doublage est vraiment chouette et tout. Par contre, il y a une mort qui est vraiment terrible et qui rejoint ce que tu disais Alexandre sur le fait qu'avec Toy Story, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu la démantibulation et la mort effective du mécanisme, etc. Parce que effectivement, dans Toy Story, vu que c'est clairement des films capitalistes et libéraux, ce qui se passe, c'est que en général, quand un personnage est puni, déjà un personnage est toujours puni, mais un peu par le film et pas par un autre personnage. Quand un personnage est puni par le film, il va juste se faire exclure et disparaître ou être déclassé, comme certains personnages qui vont devoir aller chez des enfants horribles et c'est leur châtiment et c'est comme ça qu'ils disparaissent. Alors que dans Mass and Its Child, on a un personnage qui est puni par un autre personnage parce que un jouet qui est puni par un rat et le jouet est plus que puni, il est viré parce que il ne fonctionne pas assez bien et qu'il y a de la main-d'œuvre ailleurs. Et c'est un jouet qui est une espèce de cheval en plusieurs parties et chaque partie est raccordée l'une à l'autre par du ressort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement l'équivalent du chien à ressort de Toy Story. Et ce cheval va littéralement se faire découper en morceaux par un rat et jeter dans une poubelle. Donc clairement, il est mort. Bon, moi je pense que j'aurais même pas pleuré en tant qu'enfant, j'aurais juste fait des cauchemars à vie. Et tout ça se joue en ombre chinoise parce que je pense que le film a l'impression de rendre ça accessible à des yeux d'enfants, c'est-à-dire qu'en fait on voit pas la scène en direct, on entend juste des cris horribles et on voit des ombres chinoises, ce qui est 1000 fois pire. Si je puis me permettre, c'est aussi une référence à Pinocchio à ce moment-là. Oui, et c'est vrai, t'as raison, carrément, carrément, carrément. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on n'a pas seulement changé dans la manière dont on s'adresse aux enfants et la manière dont on mesure la violence qui peut être reçue ou pas par des enfants, je pense que c'est vraiment le cinéma d'animation, au moins dans ses circuits commerciaux, parce que ce film-là, quand même, un film de studio, patati patata, c'est aussi le cinéma dans les circuits commerciaux qui a vraiment changé et qui ne parle plus des mêmes modes de vie, qui parle plus des mêmes formes de vie et qui parle plus du tout des mêmes formes de mort, si tant est qu'il en parle encore désormais dans les films qui passent régulièrement en salle, quoi.
Et par rapport à Toy Story, ce qui est assez fou aussi, et par rapport à l'effet Pixar, dont je pense qu'on n'aura jamais terminé de parler, parce qu'en plus c'est un effet qui se poursuit là maintenant, ce qui s'est passé de très bizarre aussi avec Pixar, c'est qu'effectivement, euh, on a créé des types de personnages et on les a dirigés vers les humains, et quelque part, on n'a plus que deux grandes catégories chez Pixar, c'est-à-dire les humains et ce qui en dérive. Donc par exemple, les humains et les jouets qui en dérivent. Ou alors, dernièrement, il y avait un film avec l'élément eau et l'élément feu, c'est clairement des humains, et les relations humaines telles qu'elles sont dérivées dans un système symbolique plus ou moins pas du tout subtil. Et à force de tout faire dériver de l'humain, on en est arrivé à des films où il y a seulement soit quelques humains et l'écrasante majorité des autres personnages appartient au système unique du film, soit on n'a carrément pas d'humains, même si ça transpire d'humanité de partout. C'est-à-dire qu'en fait, on a des films où il n'y a plus du tout d'hétérogénéité des groupes de personnages. Et là, ce qui est ouf dans A Mouse and Its Child, c'est qu'on a tout le temps un dialogue entre des jouets et des animaux. Et globalement, je trouve que de nos jours, on a beaucoup perdu une multiplicité et une diversité de types de personnages et de types de matières et de types d'animation, etc. Parce qu'on est surtout sur des films à une seule catégorie sociale. Et à partir de là, moi j'ai beaucoup craché sur le film. J'ai pas craché sur le film, mais j'ai pas beaucoup approuvé le film. Mais j'ai été très touchée par des personnages. Déjà, j'ai été assez touchée par l'esprit de troupe de théâtre dont tu parlais, Simon, mais plus graphiquement en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est une image qui est beaucoup plus légère que le reste et qui aussi est plus marquante parce que peut-être moins conventionnelle dans le côté apitoiement, grisaille sociale, etc. C'est-à-dire que cette troupe, elle ressort aussi de manière colorimétrique, dans le mouvement, etc. Et elle ressort notamment parce que il y a une grenouille dont on a déjà parlé qui est vraiment super et dont le vert est un élément qui tranche sur les décors et qui tranche sur les autres personnages. Et j'ai pas grand chose à dire, à part dire qu'il y a un côté album, vraiment ces albums jeunesse où il y a toute une guirlande de personnages, etc. Et il y a une qualité graphique à ce niveau-là du film que j'ai quand même, si jamais, beaucoup apprécié. Ouais, bah, le film est tiré d'un album jeunesse par ailleurs. Certes, C'est vrai que tu as ce côté galerie. C'est vrai que j'aime beaucoup cette scène au début dans la petite boutique de jouets anciens. Et c'est assez dingue à ce moment-là, l'animation du diable dans sa boîte ou le gant dans lequel la grenouille s'abrite. Parce que la grenouille est toujours dans un gant dans lequel elle glisse ses pattes et dans lesquels elle stocke aussi tout son petit appareillage de diseuse de bonne aventure qui est censée être une arnaqueuse. Mais au final, il s'avère qu'elle a vraiment des pouvoirs de divination. Elle s'enroule dedans comme on ferait avec un grand manteau. Il y a quelque chose d'en même temps assez flottant, quoi. En même temps, on sent qu'elle pourrait se prendre les pattes dedans, quoi. C'est assez joli à ce moment-là. Et assez efficace graphiquement en plus, parce que là, Oui. tu évoques directement l'idée que ce soit un manteau, etc. Il y a quelque chose qui passe immédiatement. Mm. non, j'ai la théorie pas du tout intéressante, mais quand même rigolote, que les meilleurs personnages avec la meilleure animation sont les animaux issus d'une situation aqueuse. C'est-à-dire que mon personnage préféré, number one, c'est une tortue. Et en plus, ça Je correspond à savais. un super moment. Et cette tortue, elle est dans l'eau, mais on la dirait vraiment presque descendre du ciel dans la manière dont c'est mis en scène, etc. Et vraiment ce petit corps vert, cette colorimétrie générale du plan, le fait que c'est aussi un des meilleurs moments, c'est le moment de la mise en abîme dont on a déjà parlé. C'est un des personnages qui est le plus haut dans mon classement que je faisais pendant que je regardais le film. Et ensuite, le deuxième personnage, c'est vraiment la grenouille. Et la grenouille est un personnage que j'ai décidé d'être à queue parce que même si on la voit très rarement, voire pas du tout dans une mare, bon, c'est, on va dire, son lieu que l'histoire naturelle nous dit être d'origine ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, je trouve que si c'est des personnages qui m'ont autant marqué ou m'ont autant plu, c'est qu'il y a quelque chose de pas très sérieux dans leur animation, quelque chose de beaucoup plus festif et beaucoup plus joueur, notamment un moment où la grenouille étale autour d'elle tout son matériel de divination et où il y a comme une espèce de douche de lumière qui tombe sur elle. Et en fait, c'est un moment, certes, l'histoire fait qu'elle pratique la divination. Certes, l'histoire fait qu'à ce moment-là, elle est censée avoir posé son matériel pour un peu y voir plus clair, faire avancer l'intrigue, mais ce plan, qui est juste elle et la douche de lumière qui tombe sur son espèce de bric-à-brac d'objets, n'a aucune logique véritablement. C'est-à-dire que oui, on peut se dire que c'est juste une scène comme ça qui passe et qu'elle se raccorde au reste de la narration, mais c'est aussi un plan où on dirait qu'il y a eu un véritable plaisir, bon je pense qu'il y a du plaisir pour le reste du film, mais où il y a eu un véritable plaisir à mettre en scène cette lumière, à mettre en scène ces objets, à la mettre en scène elle en mouvement autour de ça. C'est un mouvement qui est suffisant en lui-même, c'est une très belle toute petite scène en elle-même, comme après tout ce qui se passe, comme tu dis Alexandre, qui est quelque chose de très aérien et de très agréable. C'est comme si le film était
parcouru de plusieurs milieux, de plusieurs matières. Le premier milieu, bon, même si ça commence dans un magasin de jouets, mais il y a déjà beaucoup de détritus, déjà beaucoup de matériel abandonné, etc. Le premier milieu, c'est vraiment les décharges, les périphéries lourdes, boueuses, c'est les sous-sols, c'est le monde des rats, etc. Ce milieu-là, il est très lourd à voir et aussi il traîne avec lui toute une espèce d'imagerie de grisaille dont j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup trop parlé. Et il y a comme un autre milieu, et il y en a sûrement d'autres encore, qui est vraiment cette espèce de milieu aqueux et qui soit est directement présent, soit est juste là en la présence de cette grenouille qui semble être sur un autre mode que les autres créatures, et pas vraiment un autre mode d'animation et tout. La manière dont l'animé ressemble beaucoup aux autres, mais sur un autre mode émotionnel, comme s'il y avait un autre registre, comme s'il y avait différents types de musique dans le même plan, et les autres, c'est vraiment les violons, et c'est dur, et elle, je sais pas, c'est comme une espèce de truc un peu sautillant, chouette, fluide, tout ça. Une flûte. Une flûte. Mhm. Ce registre-là, d'ailleurs, c'est intéressant de le retrouver utilisé complètement dans tout le plan pour la scène finale. La scène du mariage entre la souris et l'éléphante, où tu as ce long plan qui parcourt toute la maison de poupées aménagée par la petite équipe réunie à la fin, et toutes les formes changent comme pris dans une bulle ou un nuage, c'est cotonneux. Le dernier plan est vraiment impressionnant. Il y a probablement effectivement une utilisation assez consciente de différents registres d'animation comme ça un peu élémentaires qui viendraient accentuer des effets de mise en scène, quoi. Oui, c'est un très beau plan, ouais. C'est magnifique. J'aimerais quand même contraster ce que tu dis, Agathe. Je pense que ce que tu dis, Agathe, est pas tout à fait juste et un peu injuste avec le film même. Déjà, j'aimerais préciser le fait que le film, je l'ai revu. J'avais souvenir d'un film qui m'avait beaucoup touché, mais pas forcément par son animation. Et je l'ai revu et force est de constater que l'animation, elle est vraiment réussie. C'est-à-dire que je m'attendais à une production japonaise un peu au rabais, parce que parfois, quand même, pas mal de Quoi? productions nippones qui peuvent être faites avec de l'animation extrêmement limitée. Et en fait, non, c'est une animation qui suit réellement les standards occidentaux. Alors là, j'ai l'impression que vos poils se hérissent. Comment ça, l'animation japonaise est mauvaise parce que elle suit des standards japonais et quand elle suit des standards occidentaux, elle est bonne? Non, c'est pas ce que j'essaye de dire. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que pour les productions Sonryo, par exemple, on voit une différence entre un film qui est assez similaire, qui sont les films Unico. Unico, adaptation des mangas de Tezuka, qui sont très bien. Le premier film Unico, je conseille à tout le monde de le voir et ça fait partie de la longue liste de films que j'aimerais qu'on aborde dans ce podcast. Mais c'est un film qui va beaucoup plus se jouer sur une majesté des plans, sur des expressions qui pop comme ça, une animation qui est un peu moins ample que celle qu'il y a dans The Mouse and His Child. Et dans The Mouse and His Child, c'est quand même dur à dire quand on n'est pas anglais ce titre, hein. C'est affreux. On Ouais. galère Mhm. depuis je ne sais pas combien de temps à vouloir dire ce Je titre. l'ai pas prononcé depuis le début de l'émission, hein, vous aurez noté. Bon, qui a quand même quelque chose de très théâtral dans sa manière d'être animé qui est assez réjouissante. Et je le dis par rapport notamment au personnage des rats. Bon, les rats, on pourrait se dire, ben voilà, c'est que des méchants de manière unilatérale, mais quand même, dans leur animation, dans leur manière très grotesque de mettre leurs mains et de faire des mimiques pas possibles en étant agacés tout en restant quand même dans quelque chose de réaliste, il y a un bel équilibre entre quelque chose de l'ordre du réalisme à l'anglaise qu'on peut retrouver dans leur animation, visiblement, et quelque chose de l'ordre de Walt Disney avec quand même des mouvements qui sont très très visibles et qu'ils sont quand même bien moins bondissants que dans un Don Bluth par exemple, mais qui sont quand même assez voyants et je dirais pas démonstratifs, mais agréables à voir dans leur manière d'être animés. Et pour le coup, je trouve que cette manière d'animer les personnages comme des personnages qui ont quand même une part de burlesque malgré leur horreur, ça contraste avec leur violence. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire que même si le film est cruel, j'ai pas l'impression que la violence horrible qui a lieu dans ce film-là fait tâche et que l'humour qu'il y a aussi dans ce film-là fait tâche aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très équilibré et qui passe justement par cette direction artistique et cette balance maîtrisée entre inspiration américaine, un imaginaire à l'anglaise et sans doute le talent d'animateur japonais. Et ça me donne envie d'aborder un aspect des films d'animation qu'on traite pas souvent ou pas tout le temps. Mais c'est vraiment le doublage, là. Ce côté un peu exubérant et théâtral du rat, je le trouve parfait pour Peter Ustinov, quoi. Peter Ustinov, c'est un acteur hollywoodien qui a notamment joué Hercule Poirot dans Mort sur le Nil et qui avait aussi déjà fait du doublage d'animation pour Robin des Bois où il doublait le prince Jean.
Donc était déjà un personnage comme ça, très maniéré et un peu sophistiqué, mais bon, qui était mine de rien assez pitoyable. Il a l'air de s'éclater à doubler ce personnage. Et il y a aussi une actrice que j'aime beaucoup qui double la perruche. Terp, c'est Cloris Leachman, que je trouve merveilleuse dans The Last Picture Show de Peter Bogdanovich, où elle joue une femme déprimée au fin fond du Midwest. Je pense que les gens la connaissent plus pour le rôle de la grand-mère de Malcolm dans Malcolm in the Middle, cette odieuse femme polonaise. Je connaissais pas tous les noms au casting, mais quand j'ai vu ceux de Leishman et de Ustinov, je me disais au moins, ce sera franchement bien joué. Ça n'a pas raté, le doublage est vraiment bien fait. Je finirai peut-être en disant que le film n'existe pas de manière officielle en France. Il existe une copie en assez mauvaise qualité sur YouTube, mais le film a été récemment restauré par un utilisateur en utilisant les outils IA. Donc là, on a beaucoup parlé de l'IA ces derniers temps, mais de manière assez négative. Et là, ça apporte quand même un contraste assez positif à leur utilisation, c'est-à-dire la manière dont des utilisateurs peuvent s'en emparer pour faire un upscale, c'est-à-dire rehausser la qualité d'une image sans trahir les intentions de réalisation des réalisateurs, puisque l'image, je la trouve très belle et je trouve qu'elle arrive très bien à retranscrire les tons automnaux qui correspondent au film ici présent. Voilà, je voulais mettre en avant cette restauration que j'essaierai de mettre en description du podcast et que je vous encourage à voir si vous avez un bon niveau d'anglais. Avant de passer aux recommandations, j'aimerais peut-être faire une aparté en disant que si vous aimez le podcast et cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et éventuellement, si vous avez le temps, de mettre peut-être une notation sur vos sites de podcast préférés, iTunes ou Spotify. C'est des choses qui aident à ce que le podcast soit référencé. Un commentaire aide également, puisque on fait ce podcast et on sait qu'on est écouté malgré tout. Donc le savoir d'autant plus, ça nous ferait chaud au cœur. Maintenant, passons aux recommandations. Les recommandations, c'est une œuvre, un événement ou quoi que ce soit d'autre qui nous a bien plu ces derniers temps. Allez, aujourd'hui, on va commencer par Alexandre. Je pars en total impro, j'ai pas vraiment préparé habituellement, je suis un peu plus assidu. Je vais brièvement parler de deux choses, quelque chose que j'ai retrouvé et quelque chose que j'ai découvert. Alors, que j'ai retrouvé, je voudrais juste parler de Yotsuba, de Kiyohiko Azuma, qui est... Bon, je me suis racheté les mangas et j'oubliais à quel point c'était... dans son genre un peu tranche de vie comme ça, des anecdotes de la vie d'une petite fille qui doit avoir 4-5 ans, même pas, enfin elle est vraiment toute petite et son innocence fait que et le fait qu'elle arrive de la campagne en ville et qu'elle méconnaît pas mal de choses perpétue une espèce d'émerveillement un peu bébête et franchement touchant. Je tiens à dire que ce manga devrait être remboursé par la Sécu tellement c'est un bon antidépresseur. Et j'ai découvert aussi récemment pendant le festival Télérama un film que j'avais boudé à sa sortie, que je ne serais pas forcément allé voir, mais là c'était l'occasion. C'est Le règne animal de Thomas Caillet, qui, un peu à la manière de The Mouse and His Child, au début m'a pas trop convaincu. Je trouvais que le film avait un drôle de rythme, qu'il était un peu boiteux peut-être, qu'il y avait beaucoup de choses, qui parfois il prenait trop de temps, parfois il passait trop vite sur certaines choses. Jusqu'au moment où on en arrive au personnage que je pense central et assez crucial pour le film, c'est le personnage d'Émile. Donc l'histoire du règne animal, c'est, faut s'imaginer, un contexte d'anticipation en France où les humains mutent en animaux. Ils se transforment progressivement en animaux, mais ça peut être des oiseaux, des loups, des fauves, des reptiles. Pensez à un animal, quelqu'un se change en cet animal dans le film. Et le personnage d'Émile, donc, qui est le fils de Romain Duris, est pris à la fois dans sa puberté, pris aussi dans ses contradictions par rapport à sa mère qui elle-même se transforme en créature. Le film arrive à faire des choses vraiment belles par rapport à ce retour à la nature, à cette maladie, entre guillemets, qui se répand et qui s'avère peut-être n'être pas tant que ça une maladie, mais un devenir de l'espèce humaine qui est plus serein, on n'est pas dans une espèce de paranoïa de la maladie, c'est pas une invasion de zombies. Une nouvelle espèce est en train d'apparaître au sein de l'espèce humaine. On est à la fois sur des questions de parquage de personnes qui arriveraient, qui seraient différentes, dans des centres d'accueil, entre guillemets. À la fois, il y a des scènes qui rappellent les épisodes de révolte dans des zones à défendre, comme à Saint-Jacques-de-la-Lande. Le film est peut-être un peu trop copieux, je pense, et comme je vous disais, à accumuler beaucoup de choses. J'en arrivais à avoir envie que ce soit une série et non pas un film à la fin, pour que le film arrive à prendre le temps de développer ces situations-là. Mais malgré tout, au final, le film m'a vraiment profondément ému et j'étais vraiment heureux d'avoir fait l'effort d'aller le voir en salle. Agathe.
Oui, alors ma recommandation, elle va être très rapide parce que c'est pas quelque chose qui se décrit tant que ça. Je vais aller à l'essentiel. Parmi les nombreuses bandes dessinées et ouvrages de ce genre que j'ai lus ces derniers temps, il y a un ouvrage assez marrant de quelqu'un qui fait de la BD, qui fait aussi de la peinture, etc., qui s'appelle Dominique Goblet, sur qui je sais pas grand-chose, donc déjà je vais pas pouvoir trop avancer là-dessus, mais Dominique Goblet, elle a notamment publié à l'association, je crois, un gros bouquin qui s'appelle Chronographie et qui est un ouvrage qui consiste en la publication de dessins qu'elle a fait en collaboration avec sa fille. Du coup, le livre n'est pas vraiment que de Dominique Goblet, c'est aussi un livre de Nikita Fossoul. C'est des dessins qu'elles ont fait toutes les deux à partir de 1998 et ça se termine en 2008. Et du coup, ce qui se passait à cette époque, c'est que elles se voyaient une semaine sur deux, je crois, tout simplement par l'entremise d'une garde partagée. Et à chaque fois qu'elles se voyaient, Dominique Goblet faisait un dessin, un portrait de Nikita, et Nikita faisait un portrait de sa mère. Et du coup, Dominique Goblet, je ne sais pas exactement quel âge elle avait à ce moment-là, mais Nikita Fossoul, à ce moment-là, quand ça commence, elle a 8 ans. Donc elle fait aussi des dessins d'enfants de 8 ans, tout simplement. Et comme cette expérience, elle dure 10 ans, à la fin, c'est aussi des dessins de quelqu'un qui a tout simplement 18 ans. Et déjà, il y a ce changement-là. Et Dominique Goblet, même si c'est une adulte, on voit bien qu'il y a une manière de plus en plus, pas forcément fluide, mais on sent qu'elle capte des choses du visage de sa fille et tout, même si c'est un visage qui change beaucoup, probablement plus que le sien. On sent qu'elle capte des choses et qu'elle commence à travailler ces choses-là. Donc c'est une manière de baisser les paupières, c'est un peu une manière de... Des fois, c'est des dessins très sommaires parce qu'on sent qu'elles n'ont pas trop eu le temps. Puis des fois, c'est des dessins très aboutis. Ça peut être aussi des peintures. Des fois, c'est des aquarelles. Des fois, c'est au crayon de couleur. Ça, un peu ce qui leur tombe sous la main. Je sais pas, par moment, on va reconnaître un peu de plus en plus des attitudes de Nikita Fossoul parce qu'on sent que Dominique Goblet capte aussi de plus en plus de choses, etc., de sa fille. Et du coup, la mise en page est assez chouette. C'est-à-dire que à gauche, on va tantôt avoir un dessin de Nikita, et puis à droite, par exemple, un dessin de Dominique, même si ça s'intervertit. Et à chaque fois, c'est les deux dessins qui ont été faits le même jour. Et il y a la date, et on avance. Et en fait, c'est assez fascinant de traverser les années, sachant que du coup, on a 10 ans et qu'elles n'ont jamais dérogé à la règle. Du coup, ça me faisait. Bon, ça me faisait pas penser est-ce que le livre est suffisant en lui-même, mais ça peut procurer le même type d'émotion que certains films de Linklater, comme par exemple Boyhood, sur un mode complètement différent. Ensuite, c'est quelque chose qui est assez beau, Nikita, parce que c'est le développement de dessin d'un enfant, ce qui est toujours quelque chose d'assez fascinant. Et en plus, il n'y a pas de texte, donc c'est des dessins d'enfants qui se passent de toute explication, ce qui est assez bienvenu, parce que les dessins d'enfants, ils sont un peu trop souvent montrés pour être psychanalysés, ou du moins être soumis à des sciences de l'éducation ou du développement. Pas forcément une mauvaise chose, mais c'est rarement réussi. Et ce qui est chouette du côté de Dominique Goblet, c'est que pour peu qu'on ait lu d'autres ouvrages d'elle, on voit aussi les périodes artistiques de son travail dans lesquelles elles sont et qui résonnent avec les portraits de sa fille. Et la dernière chose qui m'a beaucoup touchée dans le livre, mais c'était plus personnel, c'est que si un dessin est en crayon de couleur, l'autre aussi est en crayon de couleur. Si Dominique fait des choses, Nikita les fait aussi. Et pour avoir beaucoup dessiné en admirant des adultes et en autour d'adultes, en fait, il y a tout un tas de choses qui se passent entre des dessins d'adultes et des dessins d'enfants, qui sont pas du tout du domaine du pouvoir ou de la séduction, etc., hein, vraiment de la circulation de manière de faire. Et ça peut être assez touchant quand c'est familial, mais ça peut être aussi tout un tas d'autres types de situation du rapport dessin-dessin. Mais là, il y a quelque chose d'assez génial. Enfin, ça se voit que des fois, Nikita veut faire comme sa mère, mais pas un comme sa mère repoussant, glauque et d'une intimité peu intéressante, mais plutôt, je sais pas, il y a quelque chose qui passe, puis qui est plus du tout pareil. Et du coup, voilà. Dans tous les cas, moi, j'avoue que je seconde la recommandation d'Agathe, puisque j'aime beaucoup Faire semblant c'est mentir de Dominique Goblet, qui m'avait beaucoup touché quand j'étais au lycée. Évidemment, je ne l'ai pas relu depuis, donc je ne sais pas si cette recommandation, elle tient totalement. Je vais de fait recommander peut-être deux films que j'ai vus récemment, eux. Le premier, c'est un film de Eugene Green qui s'appelle Le Monde Vivant,
qui est un film assez original, c'est-à-dire que ça va adapter une légende très ancrée dans le Moyen Âge, avec une économie totale de moyens et avec quelque chose de l'ordre du jeu qui est très touchante. C'est-à-dire que c'est comme regarder des enfants qui jouent. C'est à la fois un jeu, mais c'est aussi très sérieux. Dans cette innocence, dans cette naïveté même, du réalisateur, qui est également quelque chose d'extrêmement sincère, dans la simplicité de la légende qui est racontée, qui fait que le film est le genre de film qui donne envie de prendre une caméra, tout simplement, de se dire que tout est possible. Le deuxième film, c'est un film qui est beaucoup plus ancien, Symphonie magique, qui est réalisé par Andrew L. Stone, mais qui est aussi connu sous le nom de Stormy Weather, qui est un classique du blues. Symphonie magique, c'est tout simplement une comédie musicale avec un casting composé presque entièrement de noir, plus ou moins blanche, plus ou moins claire plutôt, mais qui est surtout une des comédies musicales les plus impressionnantes que j'ai vues dans ma vie, avec certaines des stars du genre, notamment les frères Nicolas, qui font un numéro impressionnant. On va également retrouver l'excellent Cab Calloway et son Cotton Club Orchestra. C'est une succession de numéros plus beaux les uns que les autres, plus impressionnants, plus magnifiques, avec une histoire qui est suffisamment simple pour laisser place pleinement à la musique et aux danses de se déployer, et qui a en plus l'argument de la pastille temporelle où on a l'impression, enfin je pense que c'est une manière de montrer à quoi ressemblait l'intégration de noir dans une industrie qui est celle de Broadway, qui est celle de la comédie musicale à l'époque, et de la musique tout court d'ailleurs, hein, à l'époque des années 40. Pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un film que tout le monde devrait voir. Voilà, non, j'exagère, mais c'est un film que je conseille chaudement. Voilà, voilà, ce numéro dans l'intervalle est terminé. Je remercie évidemment les chroniqueurs, Agathe et Alexandre. Je remercie Croquis pour le logo, le Calvin Ball Consortium pour l'accueil. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast et les autres, n'hésitez pas à souscrire au Patreon et d'aller regarder les autres podcasts du Calvin Ball Consortium qui parlent à la fois de culture, d'animaux, de musique, etc. Forcément, vous trouverez quelque chose qui vous intéressera dans le lot. Sur ce, je vous propose qu'on se voit pour une prochaine fois. Ciao et bon vent! Bye bye. Salut!